Bonjour à toutes et à tous, bonjour les rouleurs, bienvenue sur Radio Fringale pour une nouvelle émission. Et ça y est, le Giro d'Italia est là, il approche dans 9 jours exactement, c'est le grand départ de ce Giro. Et pour ce Giro, on vous prévoit un dispositif exceptionnel, 3 émissions de preview, des Fringales Live, des émissions tout au long de ces 3 semaines, ça va être incroyable, donc voilà. Ça va être du très très lourd avec Radio Fringale et pour démarrer, on va débriefer aujourd'hui un peu les étapes clés, les étapes où on pense que le Giro va se jouer. Il pourrait y avoir des renversements de situation, il pourrait y avoir des défaillances, il pourrait y avoir des prises de pouvoir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je suis accompagné pour ça de deux compères. Tout d'abord Simon, comment ça va Simon ? Salut Titien, salut Nico, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là pour ma première émission sur un grand tour. Donc voilà, très content d'être ici pour parler des étapes qui vont faire basculer le Giro et faire de cette édition un tour légendaire. Ouais, tout à fait, t'as de la chance parce qu'avec nous on a celui qui est arrivé il y a encore pas si longtemps dans l'émission, c'est le dernier arrivé mais vous avez pu entendre ses fines analyses, il était très présent depuis le début de l'année, c'est Nico. Comment ça va mon Nico ? Salut Titien, salut Simon. Oui, alors moi je préfère toujours le début de saison. En revanche, après vous allez moins me voir. Je suis toujours un spécialiste du début de saison. C'est là où il y a mes courses. Tu tombes en fringale après ? Mes courses préférées. Ah, fringale totale. Déjà, passage difficile au mois de juin. Je te le cache pas. Passage difficile après le Giro, hein, vraiment le post-Giro très compliqué. C'est pas un post-Giro à la Pogacar où on est frais, tu vois, c'est un post-Giro compliqué. Et puis alors, Tour de France, on tire la langue et après, on se réveille un petit peu sur la fin avec la Lombardie, mais c'est compliqué. Moi, j'aime bien les courses où il fait froid. Bah non, mais je suis sûr que tu vas prolonger ton pic de forme parce que ce Giro, il arrive, il s'annonce grandiose. Alors, vous avez vu de la domination de Van Der Poel, de Pogacar pendant les classiques. On va avoir quelque chose de totalement différent puisque tous ces très très grands noms qui ont surdominé le début de saison ne seront pas là. Mais vous allez voir, je suis sûr, du très grand spectacle. Donc juste avant de démarrer, pour bien faire le point, on aura 3 émissions de preview du Giro. Aujourd'hui, on va parler des étapes clés et uniquement des étapes clés. On va pas débriefer l'ensemble du parcours puisque on l'avait fait, Nico, je me souviens ensemble en janvier à la sortie du parcours. On vous avait fait le parcours détaillé étape par étape. Donc n'hésitez pas à redescendre un petit peu sur le fil des vidéos YouTube ou si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast également. Et vous allez retrouver en janvier notre analyse, on va dire, du parcours global. Donc profitez-en. Aujourd'hui, vraiment, on va un peu imaginer les scénarios de course et s'imaginer où la course va se jouer. Et puis le week-end prochain, ça va vite arriver puisque on sera à moins d'une semaine du départ du Giro et on vous présentera, pour nous qui va gagner le Giro, les principaux favoris. Et puis enfin, une 3e émission à 4 jours du départ, là où on parlera de ceux qui vont briller sur ce Giro, les animateurs, les mecs qui vont enquiller les victoires, les mecs qui vont enquiller les échappées, les exploits, etc. Voilà. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos étapes clés pour cette émission du jour. Alors, juste avant quand même, Simon, toi, t'avais pas participé à cette émission preview du parcours. Je veux bien avoir en 1 ou 2 minutes, ton analyse globale du parcours du Giro. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien foutu ? C'est mal foutu ? C'est un Giro qui te hype sur le parcours ou pas du tout ? Bah déjà, je peux pas être très objectif parce que moi, les grands tours, c'est mes courses préférées. Donc en fait, quel que soit le parcours, je vais être content de regarder la course. Mais c'est vrai que cette édition me paraît un peu difficile au niveau du parcours parce que déjà, je suis pas emballé par le départ là en Albanie. Je crois que c'est ça, c'est en Albanie, à l'étranger comme ça. Quand c'est à côté, ça me dérange pas. Mais quand c'est à l'autre bout de l'Europe, je trouve ça un peu bête. Voilà, je suis pas fan. Et après, c'est vrai que sinon. En fait, j'ai l'impression que les étapes sont mal agencées entre elles. Par exemple, on va en reparler après, mais il y a l'étape des chemins blancs et le chrono qui s'enchaînent. L'enchaînement est intéressant, mais en fait, j'aurais inversé. Je sais plus si vous aviez parlé justement d'un potentiel inversement, mais moi, j'aurais mis d'abord le chrono et puis ensuite mettre l'étape des chemins blancs quand il y aura des écarts pour inciter les coureurs à faire des différences. Et c'est vrai que finalement, la première vraie explication entre les favoris, si on enlève peut-être le chrono et les chemins blancs, mais c'est pas encore sûr, c'est à partir de la 16e étape, donc c'est super loin, on a 2 semaines où finalement j'ai l'impression qu'il va pas se passer grand-chose, en tout cas j'espère me tromper, mais en finale j'attends que vraiment cette dernière semaine et encore ces 4-5 derniers jours, quoi. Ouais, c'est un peu Nico ce qu'on avait dit, hein, un agencement un peu bizarre sur ce Giro et puis effectivement il y aura 1 ou 2 étapes pour les favoris sur les 15 premiers jours mais tout se jouera vraiment sur les 3-4 derniers jours de ce Giro et avant ça ce sera quasi impossible de dire qui va l'emporter.
Oui, il y aura quelques points évidemment, on en parlera, il y aura quelques points intéressants, mais pas de quoi plier le Giro, ce qui est d'un côté assez bien pour le suspense, dans le sens où il n'y aura pas un coureur qui, au bout de la deuxième semaine, on dit, bon, bah, à moins qu'il fasse une grosse défaillance, qu'il nous fasse une Simon Yates, comme on dit dans le jargon, ce sera réglé hein, jusqu'au dernier jour, jusqu'au samedi. Au dernier samedi, tout sera encore jouable, ce qui est un des intérêts. Par contre, effectivement, il va falloir prendre son mal en patience et peut-être miser sur d'autres acteurs, des chasseurs d'étapes, des punchers, des coureurs comme ça, pour animer un peu les courses. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis partagé parce que d'un côté, bah, je trouve ça un peu dommage pour le spectacle d'avoir un parcours qui propose pas sur les 3 semaines des affrontements entre les favoris, surtout qu'on sait que sur un grand tour, les niveaux de forme peuvent se croiser, peuvent changer, etc. Donc, c'est dommage finalement de pas tester ces coureurs sur la durée. Et après, vice-versa, j'ai l'impression que même si on a eu des éditions de courses par étapes de 3 semaines assez chiantes, je pense au Giro 2023 que remporte Roglic ou même par exemple un Tour de France 2011. Alors je sais pas si ça remonte un peu, mais c'était des éditions qui pendant quasi toute la course était quand même assez ennuyante. Et puis on a eu 3 derniers jours de folie. On se souvient de Vauclair qui craque sur le Tour de France, de Contador qui craque, de l'épopée de Tchèque. Et pareil sur ce Giro 2023, on a ce renversement de situation avec Roglic le dernier jour qui renverse Geraint Thomas. Finalement, je sais pas ce que tu en penses Simon, mais on les retient ces courses parce qu'on va mine de rien retenir ce suspense final et ces derniers jours. Donc pour toi, ça reste malgré tout une formule qui est gagnante, le suspense, surtout dans un cyclisme où les courses sont ultra dominées par certains coureurs et peuvent être pliées assez rapidement si la course est difficile dès le début, ou non, t'aurais quand même préféré que sur les 3 semaines ce soit équilibré. Bah, déjà, si on reprend le Giro 2023, tout s'est joué sur le chrono final. Ah, c'est Donc, sûr. Hein. donc en fait, tout se joue sur un chrono, c'est pas hyper passionnant. Et puis là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'immenses favoris. On va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, il n'y a pas de Pogacar, pas de Vingegaard, il n'y a pas de mec complètement au-dessus du lot. Donc même si c'est difficile dès le début, bah, sur un Giro, moi, ça m'aurait pas choqué qu'on mette des cols tout de suite au bout de 5-6 étapes, parce qu'en fait, même s'il y a des écarts qui vont se faire, les gros favoris en termes de niveau, ils sont à peu près au même échelon. Donc en fait, les écarts peuvent se faire, se défaire. C'est pas comme Pogacar qui va écraser la course, qui va mettre 2 minutes à chaque étape. Donc voilà, sur un Tour de France, en effet, mettre des grosses difficultés dès le début, ça me paraît pas opportun. Mais sur le Giro ou même la Volta, voilà, moi je trouve que ça peut être intéressant pour rendre justement la course vivante et faire du Giro une course qui peut être peut-être plus intéressante que le Tour. Ouais, ouais, et Nico aussi, ce que je me dis, c'est qu'ils font aussi ça parce que on a été tellement déçus bah, on pense encore au Giro de l'année dernière, où je sais plus, c'était le Gavia, je crois, ou le Stelvio qui avait été raboté sur une étape parce que bah des fois les conditions météo du Giro font que les cols sont pas praticables. Donc là, le Giro, je pense qu'il joue aussi un peu la sûreté et on met uniquement les cols en dernière semaine parce qu'on se rapproche de l'été et qu'il y a beaucoup plus de chances de pas avoir d'étapes qui soient rabotées sur le parcours. Oui, et puis on met l'école en dernière semaine, on en parlera dans les grosses étapes de montagne. Ça, c'est pas non plus des altitudes de fou furieux comme on peut C'est des vrai. fois l'avoir sur le Giro. Donc on n'a pas de Stelvio, on n'a pas de ce genre de monstre là. On va pas, enfin, pas beaucoup en dessous de 2000 mètres d'altitude. Donc là, il s'assure d'avoir une régularité au niveau du parcours, à moins de tempête exceptionnelle type Bernal à Liseran en 2019. Mais voilà, mais à part ce genre d'événements météo extrêmes, même s'il neige dans les stations à 2500 mètres d'altitude, ce qui peut encore arriver au mois de mai en Italie, dans les Alpes, il n'y a pas de risque pour le parcours du Giro cette année. Tout à fait. Bah, si ça vous va, messieurs, je vous propose qu'on se plonge désormais dans les étapes clés, celles qu'il faudra surtout pas louper, celles où le Giro va se jouer. Et donc, on a chacun sélectionné une étape. C'est moi qui vais ouvrir le bal puisqu'on va le faire dans l'ordre chronologique hein, pour avoir une sorte de suite logique à nos explications. Et bah, comme on s'est dit, effectivement, il va pas se passer grand chose pour le général, on va dire, enfin, a priori en tout cas sur les 15 premiers jours, mais moi j'ai quand même noté une étape clé et je vais même tricher parce que c'est moi qui anime l'émission et donc comme on n'est pas en démocratie, j'ai triché et j'ai même pris 2 étapes. Je prends l'enchaînement dont tu as parlé au début Simon, qui est l'enchaînement de l'étape 9, l'étape des Strade Bianche et puis de l'étape qui la suit. Alors il y aura un jour de repos il me semble entre les 2 étapes, mais c'est le chrono qui va suivre. Donc voilà, moi j'ai un peu triché mais j'ai fait ça parce que June on avait envie de parler Ok. de ces 2 étapes je pense, et parce que finalement, Meilleur.
il y a un enchaînement logique dans tout ça qui est que si je suis favori, il y a 2 étapes sur lesquelles je dois être concentré à mort. C'est ces 2 étapes-là. Le reste du temps, l'idée, ce sera surtout de pas tomber, ce sera surtout de faire en sorte de pas prendre de cassures, etc. Donc, l'étape d'Estrade, pourquoi j'ai sélectionné? Alors, pour moi, effectivement, c'est pas l'étape où le Giro va se jouer dans le sens où on connaîtra pas le vainqueur après cette étape. Pour autant, c'est quand même la première étape, pour moi, piège de ce Giro. Alors je vais présenter un petit peu cette étape qui est quand même une très très belle étape. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette étape, c'est le nombre de chemins blancs qu'on a. Cette fois-ci, je trouve qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc on est une étape de près de 200 km entre Gubbio et Sienne, qui ressemble beaucoup au final quand même, on va pas se le cacher, des Strade Bianche, même si ce sera pas forcément les mêmes routes, mais déjà on a une étape qui est très vallonnée avec une côte, même plus qu'une côte difficile, une côte de 3e catégorie, mais quand même plus de 4 km à 7%. En milieu d'étape, vous avez le profil sous les yeux qui va déjà pouvoir permettre de créer une échappée, et puis ensuite on aura une succession de petites bosses pendant toute l'étape. Ce sera jamais vraiment tout plat sur la première partie de l'étape avant d'arriver sur les temps forts de cette course qui va être, on va dire, du kilomètre 110 au kilomètre 147. On va pratiquement pas quitter les chemins blancs, ça nous fait presque une trentaine de kilomètres de chemins blancs, certains assez plats, mais certains également en montée. Et comme on le voit sur les Strade Bianche, des chemins blancs en montée, c'est très 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 difficile. Donc voilà, ils avaient fait une étape du Giro avec les chemins blancs il y a pas longtemps. C'était l'année dernière, je crois, finalement, qui était vraiment pas sélectif, qui était vraiment pas difficile, mais celle-ci, elle est très dure, surtout que la dernière partie de l'étape, il y a moins de chemin blanc, mais il y a encore 3-4 km de chemin blanc, et notamment le fameux Colle Pinzuto, qu'on retrouve chaque année sur les Strade Bianche, qui fait très 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 mal, et ensuite, ce sera pas fini, même si sur les 15 derniers kilomètres, on n'a plus de chemin blanc, on a toujours des côtes, on a la montée de Sienne, qui est de 800 mètres à 5,6%, et puis surtout, on a cette rampe finale dans Sienne, qu'on connaît, qui est très très difficile, 700 mètres à 9%. Donc ça va être une étape vraiment difficile. Et en plus, ce qui est top là pour le coup en termes d'agencement, c'est qu'elle se situe avant une journée de repos. Et ça, c'est pas mal parce qu'on sait toujours que avant les journées de repos, on peut, pourquoi pas, un peu plus se lâcher parce qu'on sait que le lendemain, on va récupérer, etc. Donc je pense qu'il y a des équipes qui vont pouvoir être offensives sur cette étape, qui vont pouvoir essayer de créer des choses, de créer du mouvement. Je vois évidemment pas un mec partir comme sur les Strade Bianche, comme le fait Pogacar à 80 km de l'arrivée. Mais par contre, je vois des favoris faire la course à fond comme on l'avait vu en 2021 quand Bernal attaque dans les secteurs de chemin blanc. C'était étape remportée d'ailleurs par Mauro Schmid, il me semble, Nico, si je dis pas de bêtises. Donc la base. Voilà, donc non mais sacrée étape en 2021, celle-ci ressemble beaucoup. Personne va gagner le Giro ce soir-là, mais certains peuvent prendre une belle option parce que vraiment il peut y avoir des écarts qui se font, et pour moi ça peut se jouer sur cette étape. Parce que en tout cas il y en a qui peuvent dire adieu à leurs ambitions sur des chutes, sur une défaillance, parce que si tu commences à sentir que tes jambes ramollissent dès les premiers secteurs de chemin blanc et que la course elle s'accélère, ça peut vraiment être difficile. Donc voilà, encore une fois, pas une grande étape de montagne où ça va se compter en dizaines de minutes, etc. Mais une étape où en tout cas certains favoris peuvent perdre le Giro et certains peuvent prendre un bel avantage, on va dire. Donc j'ai bien envie de savoir ce que vous en pensez de cette étape, et peut-être Simon pour commencer, puisque tu en avais parlé au début du podcast. Moi, je suis pas convaincu sur le fait que ça va faire de si grandes différences. Alors oui, 30 km de chemin blanc, c'est beaucoup sur le papier, mais on n'est pas en configuration classique, en mode c'est l'Estrade Bianche, on court aujourd'hui, on court pas les 2-3 jours suivants et on peut tout donner. Moi, je pense que même s'il y a un jour de repos le lendemain, ça peut quand même freiner certains coureurs en sachant que on est qu'à la moitié du Giro. Est-ce même que pas, je un vais tiers, quoi. aussi... Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas s'ils vont prendre le risque, notamment les gros favoris, ceux qui sont aussi bons en contre-la-montre. Est-ce qu'ils vont se dire, je prends le risque parce que les chemins blancs, ça reste quand même finalement un peu dangereux si on n'est pas habitué à courir dessus. Est-ce que je prends des risques pour gratter du temps ce jour-là, alors que je peux en gratter le surlendemain sur le chrono, et là pour le coup le chrono c'est quand même beaucoup moins dangereux. Donc je me dis, à part peut-être les outsiders qui savent qu'ils vont perdre peut-être 2 minutes sur le chrono, eux ils vont peut-être essayer d'en gagner avant, mais pour moi les top favoris, ceux qui vont gagner du temps sur le chrono, je pense qu'ils vont se contenter de suivre éventuellement s'il y a des attaques, mais c'est pas eux qui vont prendre les choses en main pour faire des différences. À la rigueur, il y aura peut-être des gros trains d'équipe,
mais je vois pas trop d'attaques individuelles, même de loin. Les chemins blancs, finalement, les grosses parties sont assez loin de l'arrivée. Donc je vois pas de manœuvre de loin dès le début, dès cette étape des chemins blancs. Et pour moi, si le Giro peut pas se gagner là, il peut se perdre en effet sur des crevaisons, des chutes, des problèmes mécaniques, mais il va pas se jouer véritablement sur cette étape pour moi. Nico? Bah moi, les chemins blancs, tu sais ce que j'en pense, Titien. Non, mais bah oui, bah tout le monde sait que je suis un grand fan des étapes des chemins blancs, que les Strade Bianche, c'est ma classique de cœur. Maintenant, ça va dépendre de deux choses particulièrement, c'est de la situation après cette longue première, ces 9 premiers jours de course, la situation au classement général, comment ça sera passé au niveau des équipes, est-ce qu'il y aura eu des chutes, est-ce que voilà, quel état seront les coureurs, est-ce que tout sera encore regroupé en moins de 20 secondes, ou est-ce qu'il y aura déjà eu des petits écarts, est-ce qu'il y a des coureurs qui vont devoir un peu plus se découvrir que d'autres, est-ce qu'il y a des coureurs qui sont plus à l'aise que d'autres sur les chemins blancs, donc ça on en reparlera sur Radio Fringale quand on fera les favoris, les prétendants à la victoire. En revanche, c'est une étape totalement météo. C'est-à-dire que si on a la météo qu'on a eue sur les chemins blancs, les Strade Bianche cette année, oui, effectivement, je suis rejoint assez Simon dans son analyse, un peu plus mesuré, parce que je pense qu'il peut y avoir des écarts suivant le scénario de course, mais effectivement, je rejoins Simon. S'il y a une météo dantesque, type orage, donc du coup, bah, c'est de la terre, donc ça se transforme en boue, ça peut être très glissant. Voilà, et là, on a des spécialistes de la poisse, et je lui souhaite pas de poisse parce que j'aime beaucoup ce coureur, Primoz Roglic. Là, c'est l'étape où il croise les doigts, hein. Je peux te dire que Primoz et tout le reste du Tour d'Italie, il sait qu'il a son destin entre les mains, il connaît ses watts, il sait bien récupérer, il a fait sa préparation, on a vu, il est en forme. Tonton Primoz, il y a une étape sur laquelle il croise les doigts très très fort pendant 181 km, c'est celle-ci, hein. Parce que s'il y a bien une étape sur laquelle il peut la perdre, alors que potentiellement ça peut être un des meilleurs sur la puissance pure. Là, sur cette étape-là, des mecs, mais je prends l'exemple de Primoz Roglic parce que c'est le poissard par excellence, mais il y en a d'autres qui sont comme lui, qui sont pas très à l'aise sur ce genre de parcours. Là, ils vont croiser les doigts très très fort, et pour peu que la météo s'en mêle, on peut avoir soit une étape, comme le dit Simon, où il peut se passer des choses, mais qui reste relativement tranquille, ou on peut avoir une étape dantesque dont on reparle dans 10 ans. Ouais, ça dépendra aussi beaucoup des coureurs et de leur volonté de faire la course. Comme tu dis, en fait, je crois qu'il y a eu 3 éditions des chemins blancs sur le Giro depuis que ça a été introduit, et ça a été introduit notamment sur ce Giro 2010. Je sais pas si vous vous souvenez de cette étape, mais c'était une Oui. étape sous la pluie, cette victoire de Cadel Evans. en Incroyable force. cette étape. C'était une étape folle, et je me souviens des Basso, des Nibali qui avaient chuté, qui étaient arrivés près d'une minute de retard, Scarponi. Enfin, vraiment, c'était une étape totalement dantesque. Les coureurs étaient pleins de boue, etc. Là, pour le coup, on était dans des conditions vraiment assez extrêmes. Mais après, je pense que c'était cette étape de 2021 où Remco Evenepoel perd plus de 2 minutes et où Bernal fait sauter toute la course. Oui. Et je crois que c'est peut-être que Bourman qui avait réussi à le suivre jusqu'au bout, il me semble. Mais voilà, pour le Arnold coup, qui sera présent. oui, Bernal qui sera présent aussi, donc en Bah, bien aimé, vététiste, voilà. On verra qui créera la course, mais et puis l'année dernière, par contre, étape des chemins blancs. Alors c'est vrai avec beaucoup moins de chemins blancs, mais c'est l'étape que Pelleio Sanchez remporte, il me semble, devant Julien Alaphilippe et Luc Plap. Bah là il s'était rien passé. Là pour le coup, mais encore une fois, il y avait beaucoup de chemins blancs, donc à voir. Mais j'ai envie d'être optimiste sur cette étape parce qu'ensuite après, si on n'a pas sur cette étape-là entre les favoris, bah effectivement, on reparlera des étapes que vous choisissez après, mais je pense qu'on n'en parlera pas trop des favoris avant ces étapes-là. Ça vous va si Tiens. Ouais. Tiens, il y a un point, c'est qu'il y a quand même sur cette étape-là, vu qu'on parle de l'étape, il y a quand même un énorme favori, un énorme épouvantail, c'est Tom Pidcock. Ah bah, je pense là, qu'il aura coché celle-là. Alors là, non seulement il l'a coché 8 fois, il a dit, il n'y a pas Pogacar. Attendez, il n'y a pas Pogacar, les mecs. Ah, ça va bien se passer. Donc, pour peu qu'il soit en forme, parce qu'il a quand même fait une grosse campagne de classique, pour peu qu'il soit en forme, le Top Pidcock, s'il y en a bien une qu'il a coché, où il va être animateur, parce que peut-être que lui, il cherche pas forcément le général, mais par contre, peut-être des victoires d'étape, des raids solitaires et tout. Lui, je peux vous dire qu'il l'a coché comme étape, hein. Et lui, il va pas se faire prier, par contre, hein. Depuis le kilomètre 110, comme tu l'as dit, c'est salut!
Tout à fait, je pense qu'il aura bien ciblé cette étape, mais on en reparlera de Tom Pidcock probablement dans notre troisième émission de preview. En tout cas, Tom Pidcock, je pense qu'il sera pas favori de l'étape après dont je vais parler, puisque c'est celle qui s'enchaîne avec donc on a dit, hein, avec une journée de repos entre les deux, avec cette étape des chemins blancs, c'est ce fameux contre-la-montre, le dernier de ce Giro, puisqu'on s'en souvient, il y en a un deuxième, il y a un premier contre-la-montre en fait en Albanie, mais qui est beaucoup plus court de 13 km. Là, on a un contre-la-montre entre Lucca et Pise de 29 km contre la montre, voilà, pour pur rouleur. Alors certes, ça monte légèrement au milieu de contre la montre, mais il va falloir envoyer de la plateau. bracasse. Voilà. Pour le coup, on verra personne mettre le. Ça. Moi, je mets le petit plateau là-dedans, mais je sais pas si, je pense pas que les coureurs pro le mettent. Donc, ce sera vraiment envoyer de la bracasse, du lourd. Et là, pour le coup, s'il y a des écarts, parce que encore une fois, comme j'ai dit, l'étape d'Estradé sera peut-être une étape plutôt où il faudra pas perdre la course finalement. Là ici, c'est vraiment une étape où en tout cas on peut prendre l'ascendant et pour un petit bout de temps sur le Giro, cette étape du contre-la-montre, ce sera vraiment un combat de pur rouleur, on va dire, hein, parce que là il y a pas de difficulté. Donc en tout cas, c'est un moment que les favoris doivent avoir coché, parce que c'est un peu le moment qui va figer les places pour la suite et qui va décider un petit peu de comment va se passer la troisième semaine. Si un coureur prend 45 secondes sur tout le monde sur ce chrono, ça va faire une vraie différence. Et à l'inverse, peut-être que finalement rien ne sera joué, parce que on aura les 4-5 gros favoris en à peine 30 secondes sur ce chrono. Donc en tout cas, ce jour-là, il faudra avoir les jambes. On sait que un lendemain de journée de repos, certains ils peuvent avoir les jambes un petit peu lourdes, ils peuvent avoir du temps à mettre en route, et donc je pense que également l'échauffement sera prépondérant sur cette étape chronométrée, parce que vraiment sur 29 km c'est très court, et voilà, après une journée de repos et 9 premiers jours de course, il faut vraiment certains coureurs, on se souvient par exemple que pour des coureurs comme Thibaut Pinot, c'était très très difficile de remettre en route les lendemains de journée de repos. Donc une étape chronométrée qui pourrait faire de la casse, ou peut-être pas, mais en tout cas il faudra pas se louper ce jour-là pour les favoris, parce que si t'es pas dans un bon jour et que tu perds 1 à 2 minutes, ça peut être rédhibitoire. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Un contre-la-montre, c'est par définition décisif, parce qu'il y a forcément des écarts qui se font, ce qui n'est pas le cas sur, par exemple, l'étape des chemins blancs. Même si on n'arrivera pas en peloton, voilà, je pense que les écarts peuvent éventuellement être plus importants, même si les favoris, en tout cas ceux qui sont annoncés, la plupart sont des bons rouleurs. Donc est-ce qu'il y aura vraiment de grosses différences de fait? Je ne sais pas. En effet, la différence pourra peut-être se faire entre les favoris et les outsiders, qui justement ont une moins bonne qualité en chrono. Le fait que ça soit le lendemain de journée de repos, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut avoir une importance, même si je pense qu'aujourd'hui les coureurs savent se préparer au mieux à ce genre de situation. Le souci aussi, c'est qu'il n'est pas si long que ça, ce chrono, hein, 29 km, on a déjà vu beaucoup plus. Donc éventuellement, même s'il y a un rouleur peut-être un peu moyen, il peut peut-être limiter la casse et se dire, bon allez, je perds 1 minute aujourd'hui, et puis cette minute-là, je la récupérerai en troisième semaine. Donc c'est pareil, en fait pour moi, c'est comme les chemins blancs, elle peut faire des petites différences, mais pour moi, elle sera pas décisive, c'est pas l'étape clé de ce Giro. Le Giro se jouera pas là, il y aura probablement pas de chute non plus, donc il y aura pas d'abandon, etc. Donc il y aura des premiers écarts de fait, on pourra peut-être faire vraiment un premier bilan du Giro, mais en aucun cas, ça sera le classement final de ce Tour d'Italie, j'en suis presque convaincu. Ouais, Nico. Oui, pas grand-chose à dire plus que Simon. Le fait qu'il y ait aussi peu de kilomètres de contre-la-montre sur ce Giro, disait tout ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire, en gros, spécialiste des courses par étapes et du contre-la-montre, restez chez vous, quoi. Allez sur le Tour de France ou allez sur d'autres courses, parce que clairement, le Giro cette année, c'est on veut faire gagner un grimpeur, quelle que soit la nationalité d'ailleurs, quel que soit le grimpeur. Je pense qu'il n'y a pas de volonté par rapport à ça, mais du coup, bien, dans le sens où effectivement, ça laisse plus de suspense pour la suite. Mais clairement, cette édition du Giro n'est pas faite pour des rouleurs. La preuve, Remco n'y s'y est pas essayé, alors qu'il aurait pu essayer de gagner un Giro dans sa carrière. Il ne l'a pas encore fait. Il y a des bons rouleurs, hein. Je suis pas en train de dire, hein, tu feras on fera l'émission avec les favoris, mais clairement, ce sera très intéressant pour donner un état de forme. J'ai rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit, Titien, et ce que tu as dit, Simon. Mais on se réjouit toujours de voir un contre-la-montre sur le Giro. Le contre-la-montre est toujours un exercice passionnant à suivre, mais intéressant, oui, décisif, non, pas encore, je pense.
Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est bien que ce soit pas la dernière étape. Moi, je trouve toujours que les chronos en Ça, c'est dernière bien. étape, ça Ça, a c'est le point tendance à fermer positif. la course, ça. Il y a toujours des grimpeurs qui se disent qu'ils vont faire une performance de fou sur le chrono, comme Romain Bardet en 2017, si mais je vise personne, et qui attendent un petit peu. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils feront pas de performance. Donc au moins, j'ai envie de dire que ça mettra un peu tout le monde à sa place, quoi qu'il en soit, que ça fasse des écarts ou pas, et que derrière, bah, le Giro, il sera lancé, il y aura les écarts qui seront, et puis derrière, bah, ce sera à la montagne de décider. Et comme tu dis, effectivement, c'est quand même pas un parcours dessiné pour les rouleurs. Et d'ailleurs, ils seront pas les plus grands rouleurs du monde seront pas vraiment au départ parce que je crois que Remco sera pas là, Ganna sera pas là, Stéphane Kung sera pas là. Enfin voilà, donc c'est vrai que on sent bien qu'on n'a pas cherché les rouleurs. Donc voilà, comme vous l'avez compris, sur le début de ce Giro, on va beaucoup assister à des victoires de sprinters, de baroudeurs, de punchers, etc. Les favoris, le but principal, ce sera de pas perdre de temps, ce sera d'essayer de faire le meilleur chrono possible. Et ensuite, Nico, je vais te laisser la parole parce qu'on va aller très très vite, on va passer un grand nombre d'étapes et on va aller tout de suite, il me semble, sur carrément l'étape 19, donc à 2 jours de l'arrivée. Oui, et surtout ce qu'il faut dire, c'est que cette étape 19 fera suite à une grosse troisième semaine avec déjà le dimanche une grosse étape de montagne, le mardi et le mercredi, le 16-17, une grosse étape de montagne, mais on va pas revenir dessus, hein, vous savez ce qu'on a présenté, mais il y aura du dénivelé. Et donc on arrive dans l'étape du Val d'Aoste, Biella-Champoluc, 166 km. J'ai fait un petit calcul pour vous, voilà, je vous le donne ici en 1000, messieurs. Et c'est une étape de 166 km en tout et pour tout. Et j'ai compté, j'ai regardé chaque centimètre de la carte, hein. Il y a en tout et pour tout 40 km de plat ou de faux plat, on va dire, de vallée dans cette étape. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de 120 km de montée et de descente. Ça ne va pas débrancher depuis Verres. On a 3 montées première catégorie, plus 2 autres montées, une au début et une à la fin, pour aller. Une étape courte, mais avec énormément de dénivelé. On est dans le Val d'Aoste, donc des petites routes, en très bon état, mais des petites routes. En plus, très nerveux, parce qu'on n'a pas non plus des cols géants, on a des très belles montées, mais qui font en moyenne 15-16 km, et on n'a pas des cols de 20 ou de 25 km où on va à 2500 mètres d'altitude. Donc c'est typiquement le genre d'étape où on peut être très bien dans le premier col de la journée et pas bien à la fin, ou l'inverse. Une étape où on peut attaquer de loin, puisque, en tout cas pour les favoris, puisque bon, pour les échappés, il y a évidemment dès la sortie de Biella, la première montée, le Croce Serra, qui est une montée de troisième catégorie, assez roulante, qui permet de rejoindre justement le Pont Saint-Martin et l'entrée dans la région du Val d'Aoste. Mais après, ça ne va pas débrancher. Et déjà, et comme il n'y a pas de vallée, si un favori, un grimpeur a du temps à reprendre ou se sent avec des excellentes jambes, là, il peut partir dès le col du Cecore, mais il peut surtout partir dans le plus gros col de la journée, qui est le col central, le troisième de la journée, le col San Pantaleon, qui est une montée de 16,5 km à 7,2% de moyenne, avec des passages à 12%. C'est très régulier, c'est très dur, ça intervient en fin de Giro, donc les choses sont, enfin voilà, les jambes sont fatiguées, et il y aura peut-être pas eu forcément des gros écarts, mais si un grimpeur, un baroudeur grimpeur a envie de chercher l'étape ou de refaire son retard ou de plier le classement général, c'est typiquement une des étapes dans lesquelles il doit faire. Pour peu qu'il y ait du temps, il y aura un panorama extraordinaire, c'est-à-dire celui du Val d'Aoste, et puis surtout le final, comme on dit, depuis le sommet du San Pantaleon, même le pied, il n'y a plus 1 centimètre de plat de toute l'étape, puisqu'on redescend sur Saint-Vincent, mais au lieu de partir sur Aoste à Saint-Vincent, on fait une boucle et on remonte du côté du col de Joux et de la montée de Antagno, donc deux montées de suite, de nouveau difficile, 15 km, 7% de moyenne, puis après encore 9 km, plus roulant, 4,5% de moyenne, mais avec des passages à 11%. Je peux vous dire qu'à la fin d'une étape et à la fin d'un Giro comme ça, d'une semaine, comme la dernière semaine, ça fait très mal aux pattes. Et là, il y aura, c'est clairement la meilleure occasion pour des gens qui ont une grosse endurance, qui sont des gros grimpeurs. Là, ils peuvent vraiment se permettre, au vu du parcours et au vu des descentes techniques, ils peuvent se permettre d'attaquer de loin. Donc là, ça vaudra la peine de regarder pas seulement le final de l'étape, mais peut-être toute l'étape. Et c'est malheureux, mais c'est peut-être une des seules du Giro où on peut se dire qu'on peut regarder quasiment toute l'étape. Ouais, Simon, ton avis là, sur cette étape? Pour moi, oui, ça peut être une étape clé, dans le sens, en effet, il y a 5 cols, dont vraiment 3 très difficiles. Donc c'est vrai que si il faut tenter une manœuvre de loin, je pense que ça sera sur cette étape-là, plus que sur l'étape, par exemple, du lendemain, où il y a, entre guillemets, que 2 cols qui sont vraiment situés à la fin. Si on veut faire des gros écarts, si on veut faire des différences, je pense que c'est sur cette étape-là. Faudra pas avoir de défaillance aussi, pas sans vouloir vraiment
voir un coureur attaquer, mais un coureur qui est en difficulté à Saint-Pantaleon, forcément, on se dit que ça va être compliqué pour le col de Joux et le dernier col. Donc ça peut vraiment créer des gros écarts, mais je pense que par exemple ces manœuvres de loin, ça peut fonctionner s'il y a justement des écarts entre les favoris ou si certains outsiders ont perdu beaucoup de temps avant et qui veulent reprendre du temps. Si on est dans la démarche de ce qu'on a dit un petit peu précédemment où il n'y aura pas tant d'écart que ça, j'ai peur que justement l'enchaînement de ces cols freine un petit peu les coureurs en se disant est-ce que je tente un coup de loin mais j'ai entre guillemets que 45 secondes de retard ou d'avance sur mes concurrents, est-ce que je prends vraiment ce risque justement parce que sinon si ça fonctionne pas je perds tout. Je ne sais pas, surtout qu'il y a le col d'Ojo qui est difficile, mais derrière, Antagno, bah, c'est pas si compliqué que ça. Donc, même un coureur qui tente au sommet du col d'Ojo, il va pas reprendre tant de temps que ça jusqu'à la fin de l'étape, selon moi. Donc, en fait, je pense que ça dépendra des écarts qu'il y a entre les coureurs. Si en effet il y a des gros écarts, je pense que ça va inciter les coureurs à tenter leur chance de loin. Si les 5 premiers se tiennent en, je sais pas, 1 minute 30. J'ai peur que tout se joue à la rigueur dans le col de Joux, mais peut-être même dans Antagno, on peut aussi se neutraliser en vue de l'étape du lendemain qui, là, pour le coup, sera forcément, entre guillemets, décisive parce que ça sera la dernière opportunité. Et j'ai peur que certains attendent justement cette dernière opportunité et tentent pas leur chance sur cette 19e étape. Ouais, je suis assez partagé. D'un côté, je la trouve très bien tracée cette étape, surtout qu'à partir du Saint-Pantaleon, il y a plus de plat. C'est vraiment montée descente, montée descente. Pour autant, c'est quand même une étape où les pentes sont jamais extrêmes. Et ça me fait un peu peur parce que ça favorise quand même les rouleaux compresseurs. Je pense à ceux du E. Alors, rien ne dit qu'à ce stade de la course, ils seront impressionnants, ou qui seront forts, ou même ceux de Red Bull qui devraient être les deux, on va dire, collectifs dominants. C'est pas des cols avec des Red ruptures Bull, de ils sont à pente. la hein. ramasse. C'est... Pardon? Red Bull, ils sont à la ramasse Oui, pour oui, l'instant, oui. Non, donc, mais ça peut laisser un espoir. Ça peut oui, laisser un ça peut laisser espoir. un espoir. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ du Giro, ce sera sûrement les deux collectifs les plus impressionnants autour de leur leader. Mais grosso modo, cette étape, là où j'ai peur, c'est qu'effectivement, des cols très longs, durs, mais sans pourcentage extrême, sans rupture de pente, ça me fait un peu penser à l'étape l'année dernière, l'avant-dernière étape du Tour, avant le chrono. Là, alors je crois que ça arrivait à la Colmiane, à la Couilleule. Pareil, on avait 4 cols qui s'enchaînaient, assez longs à chaque fois, une quinzaine de kilomètres, mais sans pente assez raide. Et puis finalement, on avait vu que ça s'était joué dans le col final parce que le rouleau compresseur toute la journée avait été mis en place et voilà, donc c'est un peu ma crainte sur cette étape. Par exemple, je sais que sur une étape comme celle du San Valentino, là, qui est celle qui démarre cette troisième semaine, là, pour le coup, même si ça part pas de loin et ça partira sûrement pas de loin, il y aura de l'attaque dans le Santa Barbara parce que c'est 13 km à 8,5% de moyenne, que la montée finale est extrêmement difficile avec des ruptures de pente. Donc là, c'est pas une étape où on peut partir de loin, mais par contre, je sais que voilà, ce sera la première étape où les favoris pourront vraiment se livrer. Il va y avoir grosse bagarre. Là, sur cette étape, il y a un énorme potentiel. Voilà, j'ai juste cette réserve sur le pourcentage global des cols et sur le format de ces cols qui est quand même, voilà, c'est des longs cols, mais on voit bien sur le profil, hein, quand c'est 7%, c'est quasi 7% sur toute la pente, sur chacun des 3 grands cols de l'étape. Donc voilà, une belle étape de montagne. Dire que c'est là où que le Giro va se renverser, moi, c'est aussi un scénario où, si tout le monde est assez proche au classement général, on va dire que les 3 premiers, ça se joue en 1 minute. Je sais pas si je prends le risque de partir de loin sur des cols comme ça, mais il y a du potentiel, donc dans tous les cas, ça reste une très belle étape. Et puis, pour terminer, comme on dit toujours, hein, sur les courses par étapes, les organisateurs proposent et les coureurs disposent. Voilà, Donc c'est on peut ça. tracer la plus belle étape de montagne des Alpes ou de course par étape, la plus belle étape de montagne. Si les coureurs ont décidé de ne pas faire la course et de cadenasser, les coureurs ont décidé de faire la course et cadenasser. Et d'un côté, il y a des étapes où on s'attend à pas grand-chose et au final, ça devient une étape légendaire. Donc, tu vois, des fois, ça dépend vraiment des coureurs au départ. À voir. J'espère que j'ai choisi celle-ci par rapport à d'autres étapes de montagne qu'il y a avant. Parce que j'espère que comme c'est l'antépénultième étape de ce Giro, il en restera 2 après, hein, Rome et puis l'étape dont on va parler, dont Simon va nous parler juste après. J'espère que la course sera suffisamment décantée pour inciter à une course de mouvement de loin. C'est vrai que cette étape-là, qui serait située un peu en avant,
ce sera encore pire entre guillemets parce Oui, que oui. peut-être que ce sera encore plus resserré quoi. Mais tu vois, ça me fait penser un peu à l'étape des 3 cimes de Lavaredo qu'on a eu en 2023 qui précédait le chrono final là. Et c'était une étape pareille assez monstrueuse sur le papier et il s'était rien passé. J'avais été très déçu, je me souviens. Donc souvent ces étapes elles sont magnifiques. Voilà. À voir, mais en tout cas, si de toute façon on se bouge pas sur une étape comme ça, il y en a pas 3000 des comme ça sur ce Giro, donc bah c'est qu'on aura vraiment pas voulu faire la course, donc voilà. Mais peut-être que la course se fera, et là, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que Sûr. c'est une étape avec un col qui ne ment jamais. Et Simon, je vais te laisser nous présenter l'étape que tu as choisie. C'est l'étape 20 entre Verres et Sestrières. Ah non, il y a erreur, moi j'ai pris l'étape de Rome. Ah bah oui, oui, oui. Ah, oui, Tout à évidemment. fait, une étape très difficile. Non, oui, donc l'étape de Sestrières, donc entre Verres et Sestrières, 205 km, donc quand même un long kilométrage pour une avant-dernière étape. Cette étape, c'est d'abord à peu près 155 km, j'ai envie de dire à peu près plat. Il y a juste le col de Lys entre les deux, mais c'est 13 km à 4%, donc c'est pas extrêmement difficile. Et puis ensuite, bon bah là, c'est parti pour la véritable explication. Le col du Finestré. Donc le col du Finestré, c'est 18,5 km pardon, à 9,2%, donc et des passages à 14%. Donc là, pour le coup, c'est un vrai col vraiment très difficile, contrairement au col dont on a parlé sur l'étape de la veille. Une petite descente d'une dizaine de kilomètres, et puis ensuite, l'arrivée finale donc à Sestrières, ça monte évidemment, c'est moins difficile que le Finestré, mais après une telle étape, en tout cas après surtout un tel col précédemment, forcément ça peut aussi faire des dégâts. Alors moi, les 3 points pour lesquels je pense que c'est cette étape qui va faire basculer le Giro. Bon, tout d'abord, le point dont on a déjà parlé, le parcours, il n'est pas si difficile que ça avant, et donc on peut se dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart entre les favoris, donc on peut logiquement penser que le maillot rose changera d'épaule s'il y a moins d'une minute d'écart, par exemple, entre le premier et le deuxième. Le deuxième argument, c'est la fatigue, parce que bah, on est à la 20e étape du Giro. La veille, si tout se passe bien, selon Nico, il va y avoir une vraie explication. L'étape va être dantesque et très difficile. Et donc on te rajoute une étape encore avec 2 ascensions, dont une extrêmement dure le lendemain. C'est vraiment, je pense, le Finestré, un col propice aux défaillances. Et enfin, le dernier argument, et ça c'est un argument entre guillemets un petit peu historique, un petit peu symbolique, les étapes où les coureurs passent ou arrivent à Sestrières, il y a généralement justement beaucoup de défaillances. On se souvient en 2018, Froome qui enchaîne le Finestré, Sestrières tout seul, et Simon Yates qui craque complet. Et finalement, bah, c'est Froome qui gagne le Giro. En 2015, Contador, il perd quasiment 2 minutes 30 sur Haru à l'arrivée à Sestrières. Bon, heureusement, il avait, je crois, plus de 4 minutes d'avance. Donc il gagne quand même le Giro, mais bah, il y aura probablement pas 2 minutes 30 d'avance pour le leader du Giro au départ de l'étape. Et puis en 2005, bon, ça date un peu, mais pareil, Savoldelli qui gagnera le Giro quand même juste après. Mais pareil, il perd 2 minutes 20 sur Ruggiano qui finit finalement à 45 secondes au général. Donc à chaque fois qu'on passe par Sestrières, et notamment aussi Finestré, souvent il est un petit peu lié, on a quand même au moins une ou deux défaillances, en tout cas des surprises du côté des favoris. Et je me dis, bah, si ça arrive quasiment à chaque fois, pourquoi pas cette année? Vas-y, Nico. C'est vrai que tu voulais y aller en premier pour une fois. Non, bah, c'est un col mythique. Il y en a pas. Le Giro est une course qui est remplie de cols mythiques et le col du Finestre est un des plus beaux cols d'Italie et du Giro, de par son aspect historique, de par sa difficulté, de par d'où il est placé dans la course, parce que souvent il est dans la fin d'étape, ce qui est logique, et donc il crée toujours du mouvement. Bon, pour Froome, il était situé un petit peu plus en avant, avec un raid de 80 km, mais enfin, c'est un col mythique. Et pour le coup, on espère effectivement une course qui est encore serrée, enfin relativement serrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des écarts de 3 ou 4 minutes entre les gens en général. On espère, on ne sait pas, on n'est pas devin, pour que justement il y ait une belle bataille finale dans ce col du Finestré, avec après la montée sur Sestrières. Donc une étape à ne pas manquer, une étape qui peut être exceptionnelle, qui peut aussi être une procession s'il y a 5 minutes d'écart entre une Pogacar, comme on dit dans le milieu, hein, maintenant aujourd'hui, quand le numéro 2 est à 6 minutes ou à 10 minutes au général. Pas de Pogacar cette année, donc il y a quand même moins de risques d'être dans cette situation-là. Mais
en espérant que le temps soit de la partie, parce que le col du Finestré, c'est... Donc, quoi que ce soit, de toute façon, ce sera un événement. Pour que ce soit vraiment une étape 5 étoiles, comme on dit, qui restera dans nos mémoires, espérer qu'il y ait encore un peu de suspense pour le podium ou pour la victoire finale. Et je pense que Titien, tu vas nous dire que c'est l'une des plus belles étapes de ce Giro. Ah bah tout à fait, hein. Moi Simon, je te suis à 100% sur ton choix d'étape. Le Finestré, ça ne déçoit jamais. Et déjà, avant de parler du Finestré, je trouve que c'est le format d'étape de montagne parfait. C'est le format qu'il faut. Ce format où tu as le monstre, qui est pas la dernière ascension, mais qui est plutôt l'avant-dernière ascension. Et puis derrière, c'est des étapes qu'on appelle un peu des étapes tremplin. C'est-à-dire que t'as un monstre qui fait qu'il y a forcément des différences, tu te lances, et puis derrière, t'as un col qui est beaucoup moins difficile. Du coup, ça te freine pas du tout, parce que la montée étrières, certes, ça reste une montée voilà, qu'il faut gravir, mais c'est rien du tout en termes de difficulté par rapport au Mortirolo. Tu sais que là-bas, si t'arrives frais, tu fais pas d'écart. Donc c'est vachement intéressant, je trouve, comme format, avec ce Mortirolo qui permet de partir de loin. Et puis pour le coup, quand tout le monde est déjà cuit et quand tout le monde est déjà un peu à droite à gauche et que tout le monde est vraiment de 30 secondes en 30 secondes et un peu seul sur la route, et ben les montées roulantes, je trouve qu'elles peuvent faire d'immenses écarts quand t'es complètement cuit. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai que des souvenirs un peu marquants comme ça, mais notamment cette ascension en 2015 avec Contador qui a une vraie défaillance, hein, sur ces strières dans le collet des Finestrés en 2015. Et puis derrière, bah il y a Landa qui attaque, il y a des vraies stratégies qui se mettent en place et les écarts continuent de se creuser derrière. Donc ouais, j'adore ce format d'étape un peu tremplin et je trouve que c'est très très bien tracé. Et au-delà de ça, bah franchement, le Finestré, pour moi, c'est que il se passe tout le temps des choses, quoi. Je pense à Savoldelli en 2005, qui a failli perdre le Giro sur cette étape, hein, qui sauve son Giro, quoi, je crois, une cinquantaine de secondes face à Gilberto Simoni. Ensuite, cette étape en 2015, où effectivement, c'est Fabio Aru qui l'emporte et c'est Landa qui fait une démonstration dans le Finestré et Contador qui, on a pensé à un moment, je pense tous, qu'il pouvait perdre ce Giro. Et puis 2018, Chris Froome qui s'envole dans le Finestré, qui crée une étape légendaire en partant à 80 km de l'arrivée et qui conclut en beauté. Donc c'est une ascension tellement dure, le Finestré. Je pense qu'il y a peu d'ascensions assez comparables à celle-là. En dernière étape du Giro, quand tout le monde est mort, ça mettra tout le monde à sa place. Et je pense vraiment qu'il peut y avoir un vrai renversement de situation sur cette étape. Et puis les chemins blancs, tout le monde les monte pas comme... Enfin, c'est pas parce qu'un mec il est très très fort sur un col sur asphalte que les chemins blancs dans un col il dépasse aussi bien. Donc vraiment, ça peut créer des vraies différences. On sait que se mettre en danseuse, par exemple, sur des routes non asphaltées comme ça, c'est beaucoup moins efficace que quand on est sur route, parce qu'on a beaucoup moins d'adhérence. Donc voilà, il y a des coureurs à qui ça conviendra moins, il y a des coureurs à qui ça conviendra mieux. Mais ouais, Simon, t'as raison. Pour moi, c'est l'étape où il peut y avoir un vrai renversement de situation sur cette étape. Ouais, bah j'ai pas grand chose du coup à ajouter, hein. J'ai développé tout mon argumentaire, vous l'avez confirmé, donc moi je suis satisfait. Nico, t'as un dernier mot? Non, pareil, un peu déçu, on l'a dit, dans ce parcours, que toutes les étapes toutes les belles étapes, on va dire, les plus déterminantes, soient situées dans la toute dernière partie de ce Giro. Ça arrive sur le Giro, on est habitué, mais non, magnifique, belle longueur. Ça peut, au choix, être une étape légendaire ou être simplement une belle étape, j'ai envie de dire. Mais il y a peu de risques d'être déçu. Tout à fait. Moi, je voulais juste vous lancer sur une dernière étape, alors que vous allez sûrement peut-être détruire totalement, mais je me pose quand même des questions. C'est l'étape 17, l'étape qui arrive à Bormio. Je sais pas si vous avez le profil sous les yeux, moi je l'affiche en tout cas. Elle est belle. Je l'affiche à l'écran. Je me souviens qu'on avait dit que cette étape était un peu décevante quand on a vu le parcours. Ça, c'est une étape que j'aurais aimé aussi beaucoup voir en dernière étape de montagne du Giro. En fait, autant elle peut décevoir, mais autant je me dis que le Mortirolo, mine de rien, même si c'est pas son versant le plus difficile, c'est quand même pas facile, hein. Il y a des passages jusqu'à plus de 16-17%. C'est une ascension longue. S'il y a grosse bagarre lancée de loin dans le Mortirolo et que tout le monde passe le sommet un petit peu... les uns après les autres, voilà, il y a plus vraiment de Faut course regarder le d'équipe. Tour des Alpes dernièrement. Non mais voilà, Tour des Alpes, ouais. Alors il y avait pas tout le monde, etc. Mais c'est des courses clairement où c'est parti de loin et puis derrière chacun se retrouvait un petit peu à sa place tout seul. Mais je me dis que le final d'étape qui est beaucoup moins difficile et en même temps où t'es tout le temps en prise, franchement les 40 derniers kilomètres,
30 derniers kilomètres, allez, on va dire, t'es en prise tout le temps. Et comme je l'ai dit encore une fois, parfois, être tout seul sur un terrain qui est pas non plus très difficile, qui est difficile, pas avec des faux plats, des bosses roulantes, mais pas non plus très difficile, et ben ça creuse des écarts entre des coureurs qui sont un peu à bout de souffle et des coureurs justement qui sont encore très frais et qui arrivent à en remettre. Donc c'est peut-être un vœu pieux, mais moi je me dis que sur une étape comme ça, si ça part vraiment dans le Mortirolo, qu'il n'y a plus d'équipiers, etc., eh ben, il peut y avoir des écarts monstres à l'arrivée. Je sais pas ce que vous en pensez, Simon, si t'as une opinion là-dessus ou pas du tout. Bah, en fait, je me dis, le problème, c'est que le col d'avant est pas si difficile que ça. Donc, en fait, dans le Mortirolo, les grosses équipes, notamment UAE, ils auront sûrement encore quasiment tous leurs hommes pour rouler. Donc, est-ce que vraiment un autre favori va tenter d'attaquer alors que le sommet, il est à 50 km de l'arrivée quand même. Donc, il va dire, est-ce que je vais tenter d'y aller, sachant que UAE, ils sont encore 4 à pouvoir rouler, ou peut-être 3 seulement, mais rien que 3. Je sais pas. Franchement, je suis pas hyper convaincu. Je pense que ça serait une étape pour les échapper et on se neutralisera du côté des favoris selon moi. Nico? Ouais, ça dépend du casting et surtout j'ai envie de dire là typiquement il y aurait eu Pogačar sur la course. Bon bah tu sais qu'il Voilà, attaque ouais. dans le Mortirolo. Je veux dire là Il aurait mis 4 sûr. minutes à tout le monde. Exactement, il aurait fait son petit rallye de 50, parce qu'il dit 50 km, bon, c'est ma moyenne, c'est bon, c'est ce qu'on aime. Donc là, effectivement, s'il y a des coureurs qui sont bien placés au général, type Roglic, Ayuso, difficile à ce stade de la course de les voir attaquer dans le Mortirolo vu la configuration de course. Mais de nouveau, hein, typiquement, étape qui peut être une procession avec une arrivée type Liège-Bastogne-Liège, c'est-à-dire 40 coureurs à Bormio, derrière un groupe d'échappés, hein, bien sûr, hein, voilà, qui se joue la gagne, des baroudeurs grimpeurs, mais on peut très bien arriver avec un groupe de 30, 40 favoris au général avec tous 5 équipiers, comme on peut arriver avec des groupes de 3-4 et avec des écarts qui se font. Donc là, de nouveau, météo, parce que quand même, on monte relativement d'attitude avec le Tonale et avec le Mortirolo. Et puis, météo, classement, type de coureur. Là, c'est très difficile à pronostiquer comme étape. Tu vois, l'étape du Finestré, on sait qu'il va se passer quelque chose. Ouais, ouais. On ne sait pas exactement quoi, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Là, ça peut être l'ennui, c'est-à-dire selon Titien, c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège. Non, mais dans ce genre de scénario. Ou alors, ça peut être une très belle étape de montagne à voir. Ouais, bah mon seul regret, et c'est ce que t'as dit Simon, et je pense qu'on était toujours un peu d'accord, c'est l'agencement de ce Giro, une étape comme ça, en dernière étape de montagne, tu sais que t'as plus le choix, c'est la dernière, il n'y a plus rien à faire, et que la seule ascension où tu peux faire différence est là au milieu d'étape, tu sais qu'il va forcément se passer quelque chose, ou alors c'est qu'ils veulent vraiment pas faire la course. Là, effectivement, il reste encore 4 étapes après, dont peut-être les 2 étapes les plus dures de ce Giro, donc c'est ce qui me fait également un peu peur, mais je me dis que voilà, il y a du potentiel, donc on verra tout ça. Et ben écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette émission, les gars. C'était un plaisir de faire ça avec vous. Je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que, et petit piège pour certains, si on n'en a pas parlé, mais le Giro ne démarre pas un samedi cette année, ça démarre le vendredi. J'avoue que j'avais pas forcément capté au début, mais il faudra pas louper le départ parce que en fait, on a une journée de repos dès le premier lundi au bout des 3 jours de course, mais comme on est en Albanie, voilà, on démarre le Giro le vendredi. Je sais pas si vous aviez bien capté ça vous, mais moi je l'ai vu juste avant l'émission là. Moi, j'aurais capté la veille sûrement, quoi. Ah, voilà, et bah au moins j'aurais appris quelque chose à une personne aujourd'hui. Donc voilà, ne loupez pas le départ de ce Giro. En tout cas, ne loupez surtout pas nos émissions de preview. J'espère que celle-ci vous a déjà mis l'eau à la bouche. Et puis on se donne rendez-vous alors peut-être samedi, peut-être dimanche. On va essayer de vous publier ça samedi pour la grosse émission de preview de ce Giro. Là, on va décrypter les favoris. On va se demander qui va l'emporter, qui a la plus grosse équipe, comment tel coureur peut gagner, dans quel scénario, etc. Ça va être tout bonnement incroyable. Et puis enfin, petit reminder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. On a de plus en plus d'abonnés. Pourquoi pas le petit défi d'avoir 3500 abonnés au départ du Tour de France, c'est encore dans 2 mois, mais on a de plus en plus d'abonnés, donc ça, déjà on vous en remercie, ça fait super plaisir. Et puis évidemment, merci de liker cette vidéo, ça aussi ça nous fait super plaisir, on espère que notre contenu vous plaît toujours. Et puis sinon on fait ça, pour rappel, hein, c'est pour partager notre passion du cyclisme avec vous, donc mettez-nous en commentaire si pour vous également ce sont les étapes où le Giro va se jouer, s'il y a une autre étape où vous repérez quelque chose, si vous avez des idées en tête de scénario,
scénario, aussi tout simplement pour vous, on a dit d'énormes conneries, bah n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, dans tous les cas, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Nico, un dernier mot, Simon, un dernier mot, ou on conclut? Attention, parce que la fringale guette. Ah bah, J'ai envie de dire, toujours. surtout sur le Giro, où il peut y avoir des sautes de température, des étapes où il fait 25 degrés et grand soleil, et des étapes dans les Alpes où on peut se taper du 6 degrés avec de la pluie froide, voire de la neige au sommet des cols. Donc attention à bien s'alimenter. Mais tout à fait, bah, écoutez, ouais, vas-y Simon. Et puis surtout, ne vous fiez pas à ce podcast, hein, ne regardez pas que la 20e étape, regardez quand même tout Voilà. le Giro. Surtout. Voilà, tout à fait. Et bah écoutez, merci Simon, merci Nico, c'était encore une chouette émission à vos côtés. Merci à tous et comme l'a dit Nico, pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, ciao ciao.